Bonjour à toutes et à tous. Fortitude reçoit aujourd'hui Emmanuelle Alioua. Docteur en psychotraumatologie, Emmanuelle Alioua ne peut nous parler de son passé, qu'elle doit garder secret pour des raisons de sécurité. Elle-même victime d'actes de torture, elle a dédié une grande partie de sa vie à la prise en charge des traumatismes psychologiques auprès tant de la population civile que des forces armées. Emmanuelle est aujourd'hui la représentante française du protocole 6C, protocole développé par l'armée israélienne pour prendre en charge psychologiquement les victimes d'accidents, d'attentats ou de toute autre forme de violence. Véritable révolution, ce protocole permet, en quelques minutes, de redonner à une victime une capacité d'action, souvent vitale, mais aussi de limiter considérablement qu'elle développe, plus tard, un syndrome de stress post-traumatique. Lorsque l'on connaît les ravages de tels syndromes, lesquels peuvent même se transmettre sur plusieurs générations, on mesure l'importance que revêt la prise en charge des victimes et l'utilité du protocole 6C. Vous apprendrez beaucoup de choses au cours de cet épisode, peut-être même sur vous-même, car les épreuves et les traumatismes qu'elles engendrent nous façonnent tous d'une manière ou d'une autre. Je ne peux en tout cas vous inciter qu'à vous former au protocole 6C. À l'image des formations de premiers secours dispensées par la Croix-Rouge, le protocole 6C peut, par de simples gestes, sauver des vies. Emmanuelle Alioua, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce nouvel épisode de Fortitude. Avec grand plaisir. Vous êtes docteur en psychotraumatologie, la représentante officielle et exclusive, je reprends votre titre, du ce qu'on appelle le protocole 6C. Vous vivez à Paris, vous exercez à Paris, mais vous voyagez énormément puisque en votre qualité de représentante, vous exportez le protocole 6C là où on veut bien l'accueillir et le recevoir et l'entendre et pour ensuite le diffuser. Alors, j'explique tout de suite à nos auditeurs que aujourd'hui on va avoir un format un peu particulier par rapport au format habituel des entretiens sur Fortitude. C'est vrai que j'aime bien évoquer avec mes invités leur parcours. Alors, on démarre leur biographie plus ou moins tôt dans leur vie, mais c'est vrai que c'est un aspect que j'aime bien évoquer avec eux pour voir un peu le cheminement. Mais en ce qui vous concerne, on ne pourra pas tout à fait le faire puisque une grande partie de votre vie et de votre expérience doit demeurer secrète pour des raisons de confidentialité, mais surtout de sécurité, de votre propre sécurité. Et donc, c'est pour ça que on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet sans évoquer forcément votre parcours dans tous ces détails. Mais j'aimerais quand même, voilà, pour que nos auditeurs, voilà, vous découvrent et puis aussi soient en mesure de vous comprendre, que vous nous expliquiez en quelques mots et vous nous disiez ce que vous pouvez nous dire sur votre parcours et comment vous êtes arrivé aujourd'hui à ce rôle extrêmement important, on va y revenir, effectivement, de voix officielle et de représentante du protocole 6C. Oui, Nicolas. Alors, le protocole 6C que je représente aujourd'hui est le protocole national en fait d'Israël. Il est né au sein de l'armée et il a été ensuite adopté quelques années plus tard par la société civile via le ministère de la Santé et les autres ministères. Et il est enseigné effectivement en Israël aujourd'hui dès l'âge de 7 ans au sein de l'éducation nationale israélienne. Je n'ai pas toujours fait ça, c'est même une activité récente. J'ai essentiellement exercé dans le domaine du psychotrauma. Je suis quelqu'un qui vient du terrain, milieu militaire et civil. Et j'ai toujours eu la vocation de m'occuper de problèmes liés au psychotrauma des civils et des militaires. Je suis quelqu'un du terrain et en découvrant les problématiques liées au PTSD, je me suis formée au fur et à mesure jusqu'au doctorat pour comprendre, puisque moi-même j'en avais été victime, ce qui m'était arrivé. Bien évidemment, je n'ai pas trouvé les réponses au sein de mon doctorat. PTSD, je précise pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément familiers avec l'acronyme. Donc ça signifie syndrome post-traumatique. Alors c'est un acronyme anglais, mais la signification en français, c'est ça, c'est syndrome post-traumatique. C'est le syndrome de stress post-trauma, qui est une maladie qui touche une partie de notre cerveau, localisée dans l'amygdale, et qui a cette particularité, maintenant que l'on sait de façon formelle avec le progrès des neurosciences, cette maladie a la particularité de se transmettre jusqu'à 3 générations. Donc c'est-à-dire que
une personne est victime d'un accident ou est témoin d'un accident ou de Absolument. n'importe quel autre événement violent, en fait, ça s'inscrit en lui Oui, et potentiellement ses enfants vont porter ce bagage, ce poids. Mais du coup, exactement. comment ça se manifeste? Comment ça se passe Ça se exactement? manifeste par des enfants ou des petits-enfants, des fois ça saute une génération, qui ont tous les symptômes, enfin certains symptômes d'un état de stress post-trauma, donc de cette maladie liée à la mémoire, qui ne sont pas les leurs. On s'en était rendu compte grâce à l'imminente Rachel Yehuda, qui ne comprenait, qui s'interrogeait sur la raison pour laquelle les petits-enfants donc les descendants des survivants de la Shoah avaient des syndromes de stress post-trauma, alors que bien évidemment, ils n'avaient pas connu ça. Donc ça avait sauté une génération et c'était les enfants qui avaient des symptômes liés à la Shoah. Donc elle a fait des études nombreuses qui ont été ensuite relayées par d'autres scientifiques et d'autres pays et maintenant c'est parfaitement établi. Ce qui est assez fascinant, moi, en étudiant et en découvrant cet aspect du fonctionnement psychologique, que finalement, c'est un domaine que l'on découvre. Hum. Nous sommes au 21e siècle. Parfois, j'ai un peu l'impression quand je lis des articles ou quand je vous écoute, qu'on est en phase exploratoire. Alors, le politiquement correct n'étant pas ma signature, je dirais que c'est particulier à l'Europe. Les pays anglo-saxons ont 20 à 30 ans d'avance. Le Canada, et par exemple, et Israël sont très pointus et ont dans la mise en place et dans la formation de leurs médecins intégré depuis bien longtemps, pareil pour la prise en charge de leurs forces de l'ordre, des programmes de prévention au PTSD. Effectivement, en France en particulier, puisque ce sera le pays que je connais le mieux en Europe, ça ne fait pas partie du parcours en médecine, par exemple. Donc, un généraliste ou un spécialiste découvre le PTSD en faisant une spécialité ou en venant passer un DU sur les bancs de la faculté lorsqu'il est adulte. Donc, effectivement, beaucoup de médecins ne connaissent pas les symptômes liés au PTSD, donc encore moins le fait de les identifier, ce qui fait je pense que ça explique en droite ligne la raison pour laquelle la France est un des plus grands consommateurs d'antidépresseurs, c'est que on identifierait que le patient qui vient nous voir, eh bien, ce sont des symptômes liés au PTSD, on l'orienterait pour traiter cette maladie. Euh, Or, aujourd'hui, le médecin généraliste ou autre n'identifiant pas la plupart du temps qu'il s'agit de symptômes très spécifiques qu'on connaît bien liés au PTSD, eh bien, on leur prescrit des antidépresseurs et on soigne uniquement le symptôme. Pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont ces symptômes? L'hypervigilance, par exemple. L'hypervigilance est caractéristique. L'évitement, qui est un symptôme très discret et qu'on ne connaît pas, qui n'est pas célèbre, qui n'est pas populaire, et pourtant dont on sait qu'il est un de ceux qui est emblématique du PTSD. C'est quoi l'évitement? C'est j'évite de repasser par la rue en question, j'évite de prendre le volant, j'évite une certaine couleur, j'évite voilà. Tout ce qui, chez quelqu'un, est récurrent dans l'évitement doit nous alerter, par exemple. L'agressivité, l'irritabilité, la colère. J'ai eu beaucoup de consultations en cabinet de gens qui ne comprenaient pas pourquoi ils se mettaient en colère pour tout, pour rien, etc. Pareil pour l'agressivité, la violence. Bon, quand on tire le fil petit à petit, tous ces gens-là, tous ces patients ont un point commun auquel on remonte et qui est un trauma connu ou inconnu, le leur ou ceux d'une autre génération. Mais la plupart du temps, on en arrive là. L'hypervigilance, c'est quoi? L'hypervigilance, c'est alors communément les gens diraient elle est paranoïaque. L'hypervigilance, c'est la personne qui a tout le temps sur le guet, sur le qui-vive et qui jamais ne se détend, qui est toujours en train d'anticiper par où le danger pourrait arriver. Et c'est extrêmement épuisant. Alors,
Un exemple très Oui. personnel, hein, j'ai un fils qui est adolescent. Mon fils n'a pas eu de trauma direct. Par contre, visiblement, il a hérité de certains symptômes, dont l'hypervigilance. Et c'est un enfant qui, à l'âge de 15 ans, euh, contrairement à beaucoup d'autres ados, ne fait jamais de grasse matinée et vous n'avez pas besoin de le secouer beaucoup pour qu'il aille à l'école ou le dimanche matin, parce que dès qu'il entend le parquet craquer, attenant à sa chambre, il est droit comme un piquet dans son lit. Voilà, ça c'est quelque chose qui s'est transmis. Voilà, c'est ces petites choses qui peuvent finalement, c'est ce que vous dites, Oui, s'installer dans notre quotidien, oui. s'installer dans notre personnalité ou la manière dont les gens nous perçoivent et Exact. qu'on va considérer comme triviaux, mais Mm. qui en fait sont révélateurs de quelque chose de beaucoup plus profond. Absolument. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit à l'échelle collective dans un pays comme Israël, que l'adversité a beaucoup éprouvé et pour lequel une grande partie de la population a développé un PTSD. Alors certes, depuis le développement du protocole national, cette maladie a été divisée par deux. Il n'en reste pas moins que ce sont des citoyens qui, vus à l'aune de l'éducation européenne délicate et pudique, apparaissent comme très agressifs. Ça tient beaucoup au développement d'un PTSD au sein des citoyens israéliens, puis ça vient aussi beaucoup évidemment de cette adversité dans laquelle ils sont et qui a dû développer une combativité qui peut ressembler, vue d'Europe, à de l'agressivité, qu'on me renvoie d'ailleurs personnellement assez souvent, et qui n'est que le désir d'avancer sans prendre moult précautions oratoires pour aller au but directement. Avant de rentrer dans le détail du protocole 6C, une fois qu'on a mis sur la table que les PTSD sont très fréquents, très répandus, qui peuvent sauter plusieurs générations, qui se manifestent de plein de manières différentes, et que finalement, quand on va vous écouter, quand on nous écoute aujourd'hui, je pense qu'il y a un bon nombre d'auditeurs qui vont se dire « Ah, tiens, ça me dit quelque chose », un peu comme on l'avait fait avec l'hypersensibilité, pour lequel j'avais consacré deux épisodes avec Charlotte Wills et Maurice Barthélémy, qui, même si c'est pas du tout comparable à ce qu'on est en train d'évoquer, ça reste quand même un état psychologique, un état émotionnel, un état physiologique qui concerne, les statistiques sont pas très précises, mais 20-30% de la population, dont la plupart des gens l'ignorent. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de feedback après ces épisodes de gens qui ont réalisé en nous écoutant et en écoutant ces petits détails de la vie de tous les jours, de la personnalité, etc., se sont rendus compte qu'ils étaient hypersensibles. Donc, je pense que il en sera de même avec nous aujourd'hui et les PTSD. Mais alors, du coup, comment ça je parle pas du protocole 6C qui est très spécifique, qui est très immédiat, on va y revenir, mais imaginons, un de nos auditeurs, réalise finalement, il y a une piste vers potentiellement un syndrome post-traumatique dont il n'a pas forcément conscience. Comment ça se gère à partir de là? Alors, la question que je pose toujours, c'est est-ce que ça vous fait souffrir? Parce que finalement, quand on a une cicatrice, le PTSD étant une sorte de cicatrice de notre amygdale cérébrale, puisqu'on le voit bien à l'imagerie médicale, la forme de notre amygdale, qui est la zone des émotions et de la survie, n'est pas la même chez quelqu'un qui a un PTSD et quelqu'un qui ne l'a pas. Et donc, votre question est, une fois que j'identifie ou que je pense que je souffre de cette maladie, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, la question est justement souffrir. Est-ce que j'en souffre? Parce qu'on peut avoir une cicatrice. Moi, j'ai été victime d'actes de torture, j'ai une cicatrice sur 80 centimètres. Maintenant, je n'en souffre plus et je vis avec, voire même j'ai le projet de la tatouer et d'en faire un facteur de croissance et de beauté. La question à se poser, c'est ça. Ok, on peut avoir un PTSD. Est-ce qu'on en souffre ou pas? Si j'en souffre et si je fais souffrir mon entourage avec, alors effectivement, peut-être qu'il convient de prendre le chemin d'une thérapie. Dans ce cas précis, la seule thérapie que nous, en tout cas, côté israélien, nous préconisons pour son efficience quand elle est mise entre de bonnes mains, donc des mains fiables formées par les organismes de référence, c'est le MDR, qui obéit un petit peu à la même logique que le protocole 6C et qui est basé sur les neurosciences. Alors, le MDR, expliquez-nous en quelques mots. C'est une activation de la zone émotionnelle de notre cerveau qui a lieu avec un mouvement oculaire.
Donc, le thérapeute vous demande, soit avec un objet, soit avec sa main, de regarder de droite à gauche en pensant au souvenir douloureux. Et petit à petit, ce souvenir-là, il va désactiver l'émotion qui est associée à ce souvenir et qui est évidemment une émotion liée à la souffrance et à la peur. Et au fil des séances, assez rapidement, on arrive à, comme pour une cicatrice, nous souvenir de l'événement traumatogène, mais on n'en souffre plus. Justement, le protocole 6C. Rentrons dans le vif du sujet. Dites-nous en quoi ça consiste, comment ça fonctionne et pourquoi, et je pèse mes mots, finalement, c'est une vraie révolution dans l'accompagnement des victimes. C'est une révolution parce que c'est une prévention, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui un des seuls protocoles qui permet en quelques minutes, alors très précisément ce qui a été randomisé, c'est 90 secondes, puisque c'est le temps que prend l'activation qui a lieu dans notre cerveau grâce au protocole. Donc c'est un protocole immédiat qui permet de faire basculer une victime ou un témoin d'un état de choc à un retour à un fonctionnement normal, c'est-à-dire à être opérationnel, à continuer l'activité qui était prévue avant que l'événement violent, soudain et imprévisible n'arrive. Donc, vous imaginez que pour des survivants comme ceux du Bataclan ou autres, pour avoir formé au protocole le médecin du RAID de l'époque, il aurait été très utile, lorsque les gens étaient en état de sidération face à lui et qu'ils étaient nombreux, de pouvoir les activer pour les sortir de cet état de sidération et qu'ils acceptent les instructions qu'on leur donne. Parce que porter une personne, ça va, en porter 2, 3, 10 sur ses épaules, ça n'est pas réaliste. Donc ça, c'est le premier point, c'est faire basculer quelqu'un d'un sentiment d'impuissance à un retour à un fonctionnement normal et efficace. Comme il retourne à un fonctionnement normal et efficace en quelques minutes, eh bien, il retrouve un sentiment de contrôle sur les événements. À ce moment-là, on lui demande de faire quelque chose pour basculer de la victime à un rôle d'aidant. C'est ça qui est formidable dans ce protocole, c'est que vous avez une victime, vous la transformez en survivante avec le protocole et ensuite en aidant. Et au lieu d'être toute seule à gérer la situation, eh bien, celui que vous êtes venu secourir devient un secouriste à son tour. Donc, vous imaginez l'impact phénoménal sur la résilience de la personne que vous venez de prendre en charge, sur le groupe, sur la communauté entière. Et moi, je dis, eu égard au rétexte de 15 ans qu'on a en Israël avec le 6C, la résilience d'un pays tout entier. Parce que il vient de m'arriver quelque chose, au lieu de rentrer chez moi ou d'être pathologisé et d'atterrir aux urgences, ou bien d'accepter les 2 jours de congé ou la semaine de congé ou d'arrêt maladie qu'on me donne, je réponds non, c'est ok, je vais gérer et je vais reprendre mon activité normale. Donc j'ai fait face. J'ai fait face égale j'ai résilié. En tout cas, j'ai optimisé toutes mes chances de résilier. Force morale. Je suis une victime, mais je suis un survivant. Et c'est vrai que le statut victimaire, de mon point de vue, est extrêmement institutionnalisé en Europe. Énormément de choses extrêmement intéressantes dans tout ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on peut rajouter aussi un autre effet, mais qui est celui-ci plus à long terme de cette prise en charge, de ce protocole? C'est justement le fait que ne s'installe pas, ou en tout cas que les risques d'installation d'un syndrome post-traumatique sont réduits du fait de cette prise en charge immédiate. Vous avez raison d'être précis parce que c'est extrêmement important d'un point de vue scientifique. Le 6C réduit les risques de développer un PTSD. Certains passent entre les mailles, mais des études qui ont été faites et de l'expérience du retour qu'on a aussi bien à l'armée israélienne, relativement éprouvée, et au sein de la société civile, relativement éprouvée aussi, ont mis en évidence, et toutes ces publications sont à disposition sur le site officiel, évidemment, et elles sont internationales et pas que israéliennes, comme le soulignent parfois les détracteurs, ont montré que ça avait réduit de moitié le développement du PTSD chez la population sur laquelle on avait appliqué le 6C par rapport à celle à qui on n'a pas appliqué le 6C. Alors maintenant qu'on a aiguisé très fortement la curiosité de nos auditeurs, concrètement, c'est quoi le protocole 6C et pourquoi 6C? À quoi correspondent ces 6 mots qui commencent par la lettre C? Quelle est exactement la signification et à quoi correspond ce protocole?
Les 6 C correspondent à 6 actions, 6 stratégies à mettre en place au moment de l'urgence ou avant ou juste après, en tout cas dans une fenêtre de tir de 6 heures. 6 actions qui commencent par un C. D'abord le commitment, qui reviendrait à je me connecte à toi, je te montre que tu n'es plus seul et qu'on va se battre ensemble. Et ça, quand vous avez vu la mort, eh bien, il y a intérêt à être sacrément convaincant sur le fond et sur la forme. Il y a ensuite une communication qui doit se faire uniquement sur un mode particulier. Donc, on ne s'adresse pas à la victime, aux survivants ou aux témoins comme on l'a fait pendant des années, comme on l'a fait nous aussi en Israël, hein, avec empathie et gentillesse, parce que l'empathie et la gentillesse en urgence, c'est non seulement contre-productif, mais aggravant. Ensuite, après la communication, il y a la cognition. Donc, c'est une façon, c'est un langage que comprend le cerveau et qui est à 180 degrés du langage émotionnel. Donc, il faut lui parler ce langage qui n'est ni le français ni l'hébreu, mais le langage cognitif, qui ressemblerait un petit peu au langage lorsque vous allez déposer plainte au commissariat et qu'on fait que le policier effectue un procès verbal. Et donc, il vous pose des questions qui sont très factuelles. Donc, ce sont des questions de cet ordre-là. Donc, commitment, communication, cognition. Ensuite, on va vous demander de reprendre la chronologie des événements. Et là, c'est le C de continuité, parce qu'on s'est rendu compte que les phénomènes de flashback, les phénomènes intrusifs, c'est-à-dire que vous êtes rentré chez vous, l'événement est fini, et puis pendant un mois, ce qui est plutôt normal, mais au-delà d'un mois, vous continuez à avoir des flashbacks de l'événement, de l'odeur, des visions qui reviennent. Et bien, pour éviter ça, on s'est rendu compte que le C de continuité était extrêmement aidant, en particulier pour les gens qui sont des primo-intervenants et dont le job, c'est d'aller au trauma tous les jours lorsqu'ils sortent de chez eux. Et puis vient ensuite le challenge et le contrôle, les 2 autres C, qui sont, eh bien, maintenant qu'on a fait toutes ces étapes-là, tout ça en 1 minute, on va te demander de faire quelque chose de simple, en lien avec l'événement, en lien avec tes capacités du moment, pour retrouver de l'estime de toi et le contrôle sur la situation. Et quand on a fait tout ça, on a déchoqué quelqu'un. Il est en capacité, malgré l'accident de la route, malgré l'agression dans la rue, malgré les incivilités, les insultes, les coups, de continuer à fonctionner normalement et de repartir dans sa routine. Ce qui est particulièrement important quand c'est votre job d'être primo-intervenant, puisque les primo-intervenants comme les pompiers, les policiers, les urgentistes, les infirmières, les médecins sont les plus exposés aux scènes traumatogènes. Par contre, ce sont les moins protégés. On leur donne une arme, un bouclier, mais alors d'un point de vue cognitif, que dalle. Alors, c'est intéressant pour donner un exemple un peu concret. On en avait parlé ensemble tous les deux. Même si moi, j'ai pas eu encore la possibilité d'être formé au protocole 6C et je compte bien le faire. De la même manière, j'invite tout le monde à le faire de la même manière que on peut se former au geste de premier secours avec la Croix-Rouge. Exactement. Se former au protocole 6C, c'est tout aussi indispensable. Et je vais donner une illustration très concrète qui nous est arrivée au sein de la famille. Il y a quelques semaines avant les vacances, un de mes enfants, un jeune adolescent, s'est fait agresser dans la rue. Rien de très dramatique. Il n'a pas été blessé, on l'a pas amené à l'hôpital, etc. Mais voilà, il a été agressé par des jeunes et il est rentré à la maison en état de choc, on peut le dire, puisque voilà, il était en larmes, il était tremblant et que c'est la première fois dans sa vie que ça lui arrive. Donc forcément, c'était un événement qui n'était pas simple pour lui à gérer. Et déjà à l'époque, j'avais lu pas mal de la littérature, on était déjà en contact tous les deux, donc j'avais déjà vu pas mal de choses sur le protocole 6C et donc j'ai totalement improvisé un protocole qui n'était pas un protocole 6C, qui était peut-être un protocole 2 ou 3C, Oui, absolument. mais qui consistait, et d'ailleurs on n'était pas tout à fait en phase avec mon épouse, puisque elle, instinct maternel oblige, on enveloppe son enfant, on essaie de le réconforter, etc. Et moi, je lui dis stop. Je lui ai demandé de s'éloigner et je me suis mis dans la chambre avec mon fils. Et ce que j'ai voulu faire tout de suite, c'est lui donner le contrôle de la situation, lui redonner le contrôle, en lui demandant de prendre une feuille et un crayon et de d'écrire ce qui s'était passé et notamment de décrire son agresseur, pour qu'en plus élément utile pour la suite des événements si jamais on devait porter plainte, etc. Et donc, bien sûr que c'était une prise en charge qui était totalement imparfaite et certainement pas complète,
Mais à ce petit niveau, pour ce petit événement, j'ai vu la transformation en l'espace de quelques minutes de mon fils qui était donc en état de choc et en larmes. Les larmes ont cessé de couler. Il a cessé d'être tremblotant et il a commencé à réfléchir. Et là, s'est engagé une discussion. Je lui ai demandé de m'expliquer qui était avec lui, etc. Et petit à petit, on a reconstitué le fil des événements, mais je l'ai laissé le faire lui, et notamment au travers de l'écriture. Et en l'espace, effectivement, de quelques minutes, son état a complètement changé. Et c'est ce côté magique d'ailleurs qui interpelle et qui dérange un petit peu les confrères d'obédience un peu plus traditionnelle, qui ne sont pas les plus au fait des neurosciences, c'est qu'effectivement c'est très rapide. Et c'est très rapide et c'est pérenne. C'est ça qui est intéressant. Et vous avez fait une remarque très juste en disant, j'ai fait intuitivement les 3 C. Et effectivement, on est très nombreux avant d'avoir connu le 6C. Et vous receviez Enora, officier de renseignement, qui vous en parlait aussi, à avoir mis en place une partie des 6C. Et Loïc Tabar, le commandant de la BRI, aussi, même quand il est venu se former, me disait c'est marrant parce que effectivement, dans notre colonne d'intervention, eh bien, il y a une partie des 6C qu'on fait spontanément, intuitivement. Et on peut remonter encore plus loin, c'est-à-dire que nos grands-mères, elles avaient compris intuitivement ce qui fonctionnait. Et ce qui fonctionnait, c'était de rester actif. Alors, ça ne suffit pas à diminuer et en faire un protocole. Et c'est pour ça que le professeur Farki a pris, qui est l'auteur du protocole, a tenu à protocoliser toutes les étapes de façon à ce qu'on n'en oublie aucune et que ce soit complet et qu'on n'ait pas ensuite un retour de manivelle, par exemple, sur les flashbacks. Eh bien, les 3 étapes sont très importantes et dont vous parlez, mais il est important d'intégrer la chronologie fondamentale, ainsi de suite. Et donc, l'idée, c'était de protocoliser une démarche de façon à ce que tous les primo-intervenants parlent le même langage en urgence et ne se voient pas aggravant. Parce qu'on sait aujourd'hui, et c'est ça qui forcément me met en colère, en Europe, on sait aujourd'hui, et même depuis 2005, depuis les études de Taylor, que solliciter le langage émotionnel lors d'une prise en charge en urgence aggrave le trauma et prive la personne de ses ressources pour résilier. Bien évidemment, on ne pouvait pas avoir cet échange et cette conversation sans parler de cette actualité triste et dramatique qui est celle de la démultiplication des suicides, notamment au sein des forces de l'ordre. Puisque je crois pas me tromper, mais les statistiques de 2022 sont assez catastrophiques, puisque je crois qu'on a atteint des niveaux en l'espace de quelques mois équivalents à ce qu'on pouvait voir avant en l'espace d'une année. Vous, c'est un engagement qui est très fort chez vous, justement, d'essayer de changer les choses et d'aider dans la mesure du possible les forces de l'ordre à se former parce que ce que vous avez établi, pas que vous, hein, mais voilà, les personnes comme vous qui sont engagées sur ces sujets, et vous me dites si je me trompe, mais finalement, un grand nombre de ces suicides s'expliquent par ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire par une surexposition à des traumas quotidiens qui ne sont pas forcément des traumas subis par les personnes elles-mêmes, mais elles sont témoins de ces situations, d'une violence sociale, psychologique ou physique. Et finalement, ces traumas, soit peuvent avoir des impacts immédiats considérables qui peuvent pousser au suicide, soit finalement, petit à petit, s'installent, pèsent de plus en plus jusqu'au jour où il y a une rupture. Et effectivement, on en avait d'ailleurs parlé avec Loïc Tabar, quand je l'ai reçu sur Fortitude. Donc Loïc Tabar qui est commandant au sein de la BRI, et on parlait de ce sac à dos qui reçoit finalement tous les chocs de la vie, qui est d'une taille inégale en fonction des personnes, qu'on remplit jusqu'au jour où on peut plus le remplir. Et il suffit parfois de rajouter un petit gravillon, un petit caillou de rien du tout, et puis tout bascule. Donc, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui au sein des forces de l'ordre, c'est que ils ne sont pas armés, ils ne sont pas suffisamment accompagnés, et que s'il y avait cet accompagnement-là, ça aurait un impact direct sur au moins une grande partie
des causes de ces suicides? Alors, je ne vais pas faire le raccourci de dire que le 6C va totalement supprimer le taux de suicide dramatique des forces de l'ordre en France ou ailleurs. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il le réduirait de façon importante s'il était enseigné dès l'école. Et ça vaut pour les gendarmes qui se suicident aussi, ça vaut pour les pompiers qui se suicident dans des proportions très élevées, mais on n'en parle pas et on met ça sous le tapis. Ça vaut pour les médecins également et les agriculteurs. Tous ces métiers-là dont les taux de suicide sont extrêmement élevés en France. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. Il y a de l'éducation dès l'école, donc un bouclier cognitif, c'est-à-dire leur dire dès l'école, voilà, en tout cas pour les policiers, on va vous donner une arme, un bouclier, mais aussi d'un point de vue mental, on va vous donner des outils pour vous protéger. Là, je fais référence au 6C, au TOP éventuellement aussi, qui sont les techniques d'optimisation du potentiel, dont l'auteur est Edith Perropierre, un médecin de l'armée qui a mis ça en place il y a des années en France et qui est une méthode complémentaire au 6C. Et leur enseigner ça, parce que on les envoie au casse-pipe. On sait très bien que au sein d'une classe de policiers, dès l'école, une partie d'entre eux n'arrivera pas à la fin de sa carrière. Ils se seront suicidés. On le sait. Pourtant, on ne leur donne aucun outil de protection cognitive. Mais alors, pardon, je vous coupe, mais Oui. puisque vous, comme moi, on est très fan du politiquement correct, mais comment vous l'expliquez? J'ai pas d'élément de réponse. Je pense que on considère que s'ils ont signé pour ça, pour aller au trauma tous les matins en sortant de leur lit, eh ben faut assumer. J'imagine qu'il y a un peu de ça. Il y a de la méconnaissance, il n'y a pas de psychoéducation liée à tout ça. On sait que ça existe ailleurs, mais ça demande beaucoup de réorganisation, j'imagine, en interne pour apporter les changements que ça induit, d'intégrer ça. Donc aujourd'hui, par exemple, pour la police, il y a une cellule de soutien psychologique qui est en interne, mais que la plupart des policiers ne vont pas consulter. Ces gens-là ont comme outil, ces psys ont comme outil les thérapies traditionnelles plutôt psychanalytiques et non pas en tout cas cognitives et comportementales qui ont fait leurs preuves. Mais la France est très attachée à la dimension freudienne de son approche et donc c'est assez difficile en tout cas sur la façon dont on prend en charge les gens et puis surtout il n'y a pas une culture de l'immédiateté. Vous n'êtes pas un pays officiellement en guerre et donc la plupart des psys ne sont pas là au moment de l'urgence sur le terrain et c'est d'ailleurs pour ça que les officiers de police par exemple ne leur accordent pas de légitimité et vont très peu consulter leur cellule de soutien psy parce qu'ils considèrent que ce sont des gens qui ne connaissent pas le métier, ne viennent pas du métier et ne sont pas sur le terrain. Et donc, ils préfèrent s'adresser à des associations comme celle qu'a créée Christophe Girard, qui est très médiatisée, et d'autres, pour prendre en charge en fait, la prise en charge se fait par des collègues policiers qui viennent soutenir leurs collègues policiers et qui, eux, se forment à titre personnel et la plupart du temps qui sont bénévoles. Donc, des policiers au service d'autres policiers, plutôt que de faire appel à leur cellule interne. D'abord parce qu'ils ne leur accordent pas de légitimité et ensuite parce qu'ils ont peur d'être signalés et que leur arme soit retirée. Et là, le sentiment d'impuissance qu'ils ont déjà lié au trauma, puisque le trauma est déclenché par tous les sentiments d'impuissance qu'on a face aux violences, il est encore plus important puisqu'on va leur retirer leur arme. C'est comme si on leur disait, tu n'es plus capable. Donc, alors c'est un point oui. que vous venez d'évoquer qui est important, l'impuissance. L'impuissance comme cause d'installation du trauma. Clairement. On l'avait effectivement évoqué, on l'a un peu survolé peut-être avec Enora Cham quand je l'avais reçue. Je rappelle que Enora est officier de renseignement et qu'elle avait été d'ailleurs la seule officier française qui faisait partie de la mission d'observation de l'ONU au début du conflit syrien. Et on a pas mal échangé sur un certain nombre de sujets. Et elle expliquait notamment que lors d'une de ses premières missions en ex-Yougoslavie, elle avait assisté au kidnapping d'enfants et que malheureusement, il n'avait pas pu intervenir. Enfin, en tout cas, il avait reçu l'ordre de ne pas intervenir pour s'interposer.
et elle ne l'avait pas réalisé sur le moment, mais elle l'a réalisé après. Cet événement a installé en elle un trauma et qui était clairement lié euh, à son impuissance. Oui. Et finalement, ce que vous expliquez, c'est que, alors est-ce qu'on peut dire tout le temps ou très souvent, le traumatisme va être associé au sentiment d'impuissance, c'est ça? Il est toujours associé au sentiment Toujours. d'impuissance. C'est même la définition qu'en a donné le DSM-4, qui est le manuel des diagnostics des troubles mentaux, hein, la Bible des psychiatres américaines, et notamment le DSM-4, puisqu'il y a plusieurs numéros, et la dernière étant le 5 version. Le DSM-4 a bien mis en évidence que le sentiment d'impuissance était ce qui génère la perception du trauma. Et c'est pour ça que le 6C, sa cible principale, c'est quoi? Évidemment, c'est le sentiment d'impuissance. C'est changer cette perception du sentiment d'impuissance. Et c'est ce dont souffrent les forces de l'ordre à plusieurs titres en permanence. Chasse le naturel, il revient au galop. Forcément, quels que soient les sujets que j'aborde avec mes invités, il faut toujours que je trouve le moyen de glisser un peu de philosophie là-dedans. Mais ce que je trouve passionnant dans tout ça, dans toute cette mécanique, c'est la place de l'action ou de l'inaction. Clairement. Et finalement, ceux qui m'écoutent ou qui me suivent le savent, moi, ma devise, c'est réfléchir pour agir. C'est cette idée que, voilà, faut pas être que dans l'action, faut pas être que dans la réflexion. Et l'idéal, c'est d'alimenter une réflexion qui permette d'agir, puisque fondamentalement, le sens de la vie se trouve dans l'action. Dans le mouvement, absolument. D'ailleurs, un encéphalogramme plat, c'est mauvais signe. Oui, c'est vrai. C'est la manière la plus flagrante de l'expliquer. Je fais toujours référence, enfin très souvent référence à Viktor Frankl, qui est le père de la logothérapie et qui, quand il a travaillé sur un certain nombre de névroses, il a compris que finalement le sens de la vie participait d'une forme d'action, que ce soit donné par ses contributions à la vie, prendre par ses expériences, que ce soit un coucher de soleil ou un dîner entre amis ou autre, et l'adversité, et le fait de faire face à l'adversité. Et finalement, le point commun de ce triptyque chez lui, c'est effectivement l'action. Et finalement, le protocole 6C est l'illustration pour un instant court d'un principe que finalement on peut appliquer à sa vie tout entière. Et vous disiez, par exemple, tout à l'heure, vous parlez du sentiment de la victimisation, qui est très installé aujourd'hui en Europe. Je suis assez d'accord avec vous. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Rachel Kahn aussi dans un domaine du coup totalement différent. Hein, mais voilà, aujourd'hui, il y a des tendances très fortes, notamment en France, de cultiver le statut de victime. Et on se rend compte que finalement, il s'agit pas de renier le statut de victime, mais le cultiver comme quelque chose qui va vous permettre de mener votre vie et de vous installer dans une vie qui puisse être heureuse, c'est une erreur. Et finalement, le point commun de tout ce qu'on s'est dit là, c'est que il faut sortir de ce statut. Vous, dans votre cas, c'est pas un statut, mais cet état de victime le plus vite possible, reprendre les choses en main, agir, et ça nous sort de la torpeur. Potentiellement, ça nous évite le trauma, mais finalement, tout ça, on peut l'appliquer à la vie en général. Absolument. C'est souvent le rétexte que j'ai, le retour d'expérience des gens qui viennent se former, qu'ils soient professionnels ou non professionnels. C'est incroyable. Ça marche aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Ben oui, évidemment, puisque cette logique-là est une logique de résilience mentale. Et c'est ça qui est très intéressant. D'ailleurs, en Israël, vous n'entendrez, sauf pour les problématiques liées aux assurances, jamais un Israélien vous dire « je suis victime, j'ai été victime de tel attentat, j'ai été victime de tel accident, j'ai été victime d'un viol ». Non, j'ai survécu. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais été l'objet d'actes de torture. Bon, j'ai été victime un temps, et puis après, j'ai été une survivante. Et ça, on comprend bien que ça ne veut pas dire, la perception n'est pas du tout la même. Il y en a une qui majore les ressources auxquelles vous avez fait appel pour faire face à cet événement violent, soudain, imprévisible, et l'autre qui la minore et qui vous installe dans une posture régressive. D'où l'intérêt de votre participation à Fortitude aujourd'hui, puisque je me plais à croire que les parcours de tous mes invités, leur expérience si variée, leur profil si différent, ont tous ce point commun de
la nécessité d'être dans l'action, c'est pas de dépasser l'adversité, mais c'est l'embrasser, et que tout ça nous permet d'avancer, mais pas uniquement d'avancer, mais aussi de s'améliorer, de se renforcer, de se développer, et puis d'aider les autres. Et je pense, allez-y, pardon. Pardon, ce que vous dites est très juste et c'est ça, c'est la dimension philosophique de l'action. Mais d'un point de vue très basique, la dimension neuropsychologique de l'action, c'est elle qui est visée par le CIC, au-delà de la dimension et de l'impact que ça peut avoir sur votre résilience mentale et sur l'aspect psychologique, pardon, et philosophique qui est très intéressant, effectivement. Mais si on revient simplement au basique, à la façon dont fonctionne notre cerveau, eh bien, c'est quand j'active la zone de mon cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal que je suis en capacité de prendre les bonnes décisions et de me mettre en action. Le problème, c'est qu'en stress aigu, lorsque je vis un événement violent, soudain, imprévisible et que je me sens totalement impuissant, il se passe dans mon cerveau une corrélation négative entre deux zones du cerveau. Et c'est ce qui fait que je suis dans l'incapacité de réagir de façon efficace, de me mettre à l'abri, d'éviter les balles, les coups, etc. Donc, le job du CIC, c'est d'activer cette partie du cerveau. Et c'est ça qui prend 90 secondes. Donc, on est dans l'action psychomoteur, on est dans l'action d'un point de vue psychologique, d'un point de vue philosophique, mais effectivement, la vie, c'est le mouvement. Donc, par extension, ce mécanisme neuropsychologique s'étend à tout le regard qu'on peut avoir sur notre vie. Et là, c'est une quête de sens différente. Le CIC n'est qu'une quête, c'est d'abord une quête d'efficacité. Mais ça rejoint parfaitement votre sensibilité et votre approche philosophique. C'est une bien belle manière de clôturer notre entretien. Je vais, comme je le fais toujours, dans les informations de l'épisode, insérer toutes les références qu'on a évoquées aujourd'hui et notamment renvoyer vers le site internet officiel du protocole 6C, puisque vous dites si je me trompe, mais il y a des formations qui sont accessibles. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout le monde peut se former au protocole 6C ou c'est encore pas simple? Enfin, j'imagine que c'est pas comme la Croix-Rouge, mais tout le monde. Alors, il n'y a qu'une personne qui forme au protocole 6C, puisque, comme vous l'avez dit, j'en suis la représentante officielle. Donc, tout le monde peut se former au 6C. La question, c'est qu'il me faudrait davantage de formateurs. Moi, étant bénévole, eh bien, je recrute, si je peux me permettre de profiter. Bien sûr, on est là pour ça. Pour lancer un appel à candidature que j'ai déjà transmis sur LinkedIn. Voilà, je recrute des gens du terrain qui savent ce que c'est que le trauma, qui savent ce que c'est que l'urgence et la mort, et pas forcément des docteurs en psychotrauma. Et c'est ce qui me permettrait de développer à plus grande échelle. Aujourd'hui, les grandes entreprises viennent se former. Elles ont compris le bénéfice en termes de souffrance et de réduction des coûts que ça pouvait avoir comme impact que de former ces salariés au 6C. Mais oui, on peut s'y former. C'est accessible à tout le monde, évidemment. Et mon souhait le plus cher, c'est que ça soit enseigné dès l'école, comme au même titre que le PSC1. C'est la même médaille. D'un côté, vous avez le premier secours physique. De l'autre, vous avez le premier secours mental, mais le vrai premier secours mental, celui qui se fait au moment où l'événement arrive. Oui, eh ben écoutez, on va relayer cet appel à candidature et puis encore une fois, comme je l'ai fait pour l'hypersensibilité, je pense que ça fait partie de ces sujets qui sont pas compliqués à aborder d'un point de vue intellectuel. Vous voyez, on en a parlé et finalement en l'espace de quelques minutes, je pense que ceux qui nous écoutent ont déjà l'ont découvert et puis ont une vision plus précise de ce que ça implique et ça va forcément susciter de l'intérêt et autres. Et il faut diffuser au maximum ces sujets pour qu'ils se vulgarisent et qu'ils rentrent dans le quotidien de tout le monde. Et effectivement, comme vous le dites, de la même manière qu'on se forme au massage cardiaque, il faut pouvoir se former au protocole 6C puisque alors, le massage cardiaque est un très bon exemple, parce que je dis souvent, quand on arrive en urgence avec les premiers secours physiques, qu'il y a une hémorragie, on fait un point de compression. Ben, le 6C, c'est un point de compression émotionnelle. C'est la même chose.
exactement pareil. Et je pense que la formation et la vulgarisation de cette méthode-là s'accélérera aux citoyens non professionnels bien le jour probablement où la Haute Autorité de Santé aura statué, puisque Monsieur Darmanin m'avait demandé une proposition justement pour prendre en charge la police nationale française et qu'il s'est tourné vers la Haute Autorité de Santé pour statuer sur la question. Et nous attendons. Bon, espérons que on ne doive pas attendre un drame de grande ampleur pour d'accord. Pour accélérer ces choses-là, parce que malheureusement, c'est vrai que très souvent, En réaction. On est en réaction et pas en anticipation. Exact. Et c'est vrai que quand on voit le nombre d'inscriptions aux formations, justement, j'en reviens toujours, puisque le parallèle est évident, mais avec les formations de premier secours de la Croix-Rouge à la suite des attentats, notamment de 2015, voilà. bon, c'est un peu malheureux que effectivement les gens doivent être témoins ou qu'il y ait des événements de cette nature-là qui se produisent pour qu'il y ait des prises de conscience. Espérons que ça soit pas le cas, que les choses bougent effectivement et surtout d'ailleurs pour les intervenants. À la limite que quelqu'un à qui ça n'arrivera qu'une fois dans sa vie ne vienne pas se former, soit c'est son libre arbitre, mais un primo-intervenant, lui, il a signé pour aller au trauma tous les jours. Donc, qui n'ait pas cet outil-là dans ses mains, c'est juste le seul mot qui me vient, c'est criminel, hein, puisque ça se transmet et qu'on en meurt. Donc, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je me souviens que il y avait d'une certaine manière du 6C sans qu'on en ait conscience dans les formations de premier secours, puisque une des problématiques qu'on vous apprend, c'est la gestion des proches de la victime quand vous arrivez sur un accident, et que très souvent, si vous connaissez les gestes de premier secours et que vous voulez vous occuper de la victime, vous allez avoir son conjoint ou ses enfants au milieu qui vont vous empêcher potentiellement d'intervenir dans de bonnes conditions. Et là, on vous donne des trucs pour les gérer, et parmi ces trucs, c'est de leur donner des choses à faire. Et voilà, la boucle est bouclée, on comprend bien. On comprend pourquoi ça marche. Et il faut juste le compléter par quelque chose d'éprouvé et de protocolisé. Et on a un outil extrêmement efficace pour gérer nos ados, notre collègue, un accident de la route, etc. Bon, bah écoutez, comptez sur Fortitude et puis tous les auditeurs pour relayer tout ça. On va bien évidemment le relayer sur les réseaux sociaux. Je vais mettre toutes les infos sur le site et la description de l'épisode. Emmanuel, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que voilà, ça va faire des petits, comme on dit, et j'espère surtout que ça va vous aider d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Merci et merci pour ce que vous faites. Vraiment.